Salut tout le monde, bienvenue à cet autre épisode du rapport Boivin pour la période du 30 mars au 5 avril. J'espère que vous avez passé un bon long week-end de Pâques. Quand vous allez m'écouter, ben vous avez déjà passé une semaine de ça, mais peu importe. Alors, à tout seigneur, tout honneur, c'est le cas de le dire, après Pâques, on va parler de mort et de ressuscitation. Et évidemment, vous avez tous deviné que je vais vous parler du Bloc québécois. Ça a brassé encore la semaine dernière, la semaine qui s'achève, pour la simple et bonne raison que dans la même journée, alors que Martine Ouellette, qui est l'actuel chef du Bloc québécois, aussi députée à l'Assemblée nationale, je répète que dans mon livre à moi, elle a son erreur, parce que c'est quand t'es parti que les souris dansent, ou je ne sais plus c'est quoi la phrase, mais ceci étant dit, elle a déjà perdu 7 députés qui ont débarqué de la formation à Ottawa. Il en reste 3 au Bloc québécois. Dans la même journée où elle apprend que Bernard Landry lui donne son appui et lui dit d'accepter le vote qui s'en vient, le vote de confiance sur 2 questions de référendum. Là, ils aiment ça. Eux autres, les référendums, le Bloc québécois et le Parti québécois, lui suggère fortement de même accepter ces 50, en autant que c'est 50 plus 1, tu restes en place, mon ami, mais en même temps, a coulé, comme quoi il y a des gens tellement bien intentionnés. Dites-vous, quand ça coule en politique auprès des journalistes, c'est parce qu'on essaye de faire une belle petite passe stratégique. Et c'est ce qui est en train d'être fait. Des gens qui sont quand même près de Martine Ouellette, des jeunes, entre autres, qui suggèrent leur suggestion, c'est de fermer le Bloc, plus ou moins, de signer l'arrêt de mort du Bloc québécois et de reconstruire, un peu comme un phénix, là, le faire renaître de ses cendres ou du Christ, de le faire ressusciter. Et de s'assurer que, comme membre, on accepte les gens, deviendra automatiquement membre les gens du Bloc québécois, de l'ancien Bloc québécois, du Parti québécois et de Québec solidaire. J'aimerais ça voir les membres de Québec solidaire en compagnie des membres du Parti québécois dans une même salle. Pas sûr que ça ferait un parti très, très fort, mais enfin, c'est pas tellement l'amour-tendre de ce temps-ci, surtout comme vous allez entendre parler de mon deuxième sujet. Mais ceci étant, l'idée, c'est de fermer le Bloc, réouvrir un Bloc, lui donner probablement un autre nom, puis de continuer. Si tel est le cas, parce qu'oubliez pas qu'au cœur de tout ça, c'est Martine Ouellette qui veut qu'on recentre l'objectif du Bloc québécois. Pourquoi Lucien Bouchard avait parti le Bloc québécois dans les années 90, après le référendum de 95? C'est en fait après les discussions autour du lac Meach constitutionnel qui avait rimé absolument rien. Pourquoi est-ce que Lucien Bouchard avait parti le Bloc québécois à ce moment-là? C'est justement pour favoriser l'indépendance du Québec et travailler à ça. Et il disait toujours que si on n'est pas capable de réussir dans les prochaines années, le Bloc est voué à mourir de sa belle mort rapidement. Finalement, ça s'est éternisé, ils sont encore là, de plus en plus faibles après chaque élection. Est-ce qu'il peut renaître? Eux autres disent que oui, si on enlève l'idée d'indépendance, qu'on ne ressente pas là-dessus. La chef qui a été élue chef du Bloc québécois, elle veut qu'on ressente sur l'indépendance. En fait, on verra qui gagnera là-dessus. Par ailleurs, s'ils veulent créer un nouveau parti, sans avoir nécessairement l'indépendance au cœur de tout ça, ça devient un parti comme les autres. Il faudra voir à quel bord de l'échiquier il se situe. Est-ce que c'est un parti de trop? Est-ce que ça fait juste diluer l'offre de service? Enfin, à suivre. C'est toujours excitant avec le Bloc québécois, le Parti québécois et Québec solidaire. Parlant de Québec solidaire, grosse prise, je l'avais annoncé rapidement à la fin de la dernière émission en vous disant qu'il y avait des rumeurs qui envoyaient Vincent Marissal, l'ancien chroniqueur de la presse, à Québec solidaire dans la circonscription de Rosemont, qui est aussi la circonscription de l'actuel chef du Parti québécois, Jean-François Lisée. Et ça s'est confirmé pendant la semaine.
la semaine dernière, à l'effet que Vincent Marissal, effectivement, se présente pour Rosemont. J'ai pu entendre la conférence de presse. Bienvenue dans le merveilleux monde de la politique active, mon Vincent. Tu vas voir que c'est drôlement différent d'être de ce côté-là de la clôture plutôt que d'être du côté des chroniqueurs, des commentateurs. Moi, je peux vous dire avec expérience que j'aime beaucoup plus le faire comme commentatrice que d'être la cible des attaques des médias qui sont pas toujours tendres puis qui sont pas là pour nous faire les yeux doux. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer avec Vincent Marissal parce que, surtout pour certains médias, puis je ferai pas l'analyse de tous les médias, là, mais qui ont un certain penchant pour le Parti québécois, qui voient que le Parti québécois brande la patte présentement et que c'est la CAQ qui est en train de prendre le poste de gouvernement en devenir, de possible parti victorieux aux prochaines élections d'octobre, parce que, bon, le Parti libéral est là depuis très longtemps, il y a toujours la question de l'usure du pouvoir, les gens veulent du changement, donc c'est pour ça que la CAQ se présente comme le parti du changement. Il n'y a pas grand monde qui voit Québec solidaire comme étant un parti qui a une chance de prendre le pouvoir. On a décidé du côté de Québec solidaire que ce serait Manon Massé qui serait la porte-parole pendant la campagne électorale. Donc, s'il gagnait, c'est elle qui deviendrait première ministre du Québec. Il n'y a pas grand monde qui voit ça avec beaucoup de sérieux, malgré que ne faut jamais présumer de rien. Regardez Jack Layton en 2011, ça a passé proche. Et puis, enfin. Alors, Vincent Marissal l'a confirmé. On lui a demandé pourquoi il allait dans Rosemont. Est-ce que c'était pour écœurer Jean-François Lisée? Il dit que non, c'est parce que c'est là qu'il demeure. Alors, il s'en va dans ses terres représenter son monde. Moi, je suis absolument en faveur de ça. Je trouve qu'il n'y a pas assez de gens qui représentent leur monde dans les circonscriptions, malgré que, bien, des fois, même quand tu représentes ton monde, ils ne savent même pas qui les représente. Mais ceci étant dit, ça sera certainement une bataille à suivre. Il a fait son coming out officiel souverainiste. Beaucoup de gens le pensaient plutôt fédéraliste. Il y a même certains commentateurs qui disent qu'il aurait sollicité le Parti libéral du Canada pour essayer de se présenter sous leur bannière. Si oui, c'est assez contradictoire. Le Québec solidaire souverainiste, Parti libéral du Canada fédéraliste. Par contre, on sent pas chez Québec solidaire une grande... comment je pourrais dire, une urgence de faire l'indépendance à tout prix. Les questions sociales sont beaucoup plus importantes pour ce parti que n'importe quelle autre question. Alors, est-ce que c'est pour ça? Parce que je sais que j'ai des collègues, moi, néo-démocrates au fédéral, Parti fédéraliste, qui ont beaucoup de sympathie envers Québec solidaire parce que beaucoup de leurs mêmes... Ils ont les mêmes valeurs au niveau des valeurs sociales, par exemple, de justice, et ainsi de suite, et d'égalité. Alors, dans ce contexte-là, ça sera certainement à suivre, mais vous pouvez être certain qu'on ne fera pas de cadeau à Vincent Marissal du côté des médias. Mais en même temps, ça attire beaucoup de réflecteurs sur le parti, sur Québec solidaire. Ça fait une équipe quand même assez dynamique quand on regarde Manon Massé, qu'on regarde Gabriel Nadeau-Dubois, qui lui regardait Vincent Marissal avec adoration en passant pendant la conférence de presse, Amir Kadir. Alors, ils peuvent aspirer à aller chercher possiblement ce comté-là. Il y en a qui disent que ça va diviser le vote, le vote du Parti québécois, du chef Jean-François Lisée, puis ça va permettre aux libérales de passer. J'embarque jamais dans ces arguments-là. Je me souviens à l'époque, quand je m'étais présentée pour les néo-démocrates, les médias anglophones me disaient que je diviserais le vote des libéraux et que je ferais en sorte que le bloquiste passera encore. Et moi, je disais que c'est pas moi qui divisais le vote des libéraux, c'est les libéraux qui divisaient mon vote. Et c'est exactement ça que ça avait démontré parce que j'avais passé proche de battre le bloquiste dès la première occasion en 2008. Alors, je suis d'accord avec Vincent Marissal que ce qui doit arriver va arriver et lui est là pour offrir quelque chose et ceux qui embarquent là-dedans embarquent avec lui. Les gens ne sont pas si stratèges à l'urne. Ils aiment un candidat ou ils aiment un parti ou ils aiment un chef à suivre. Il y a un nouveau DGE, semble-t-il. Ça va probablement se confirmer par le temps que vous allez entendre l'émission.
Son nom est Michael Boda, c'est l'actuel directeur général des élections en Saskatchewan. Il y a tout un contrat devant lui parce que il n'y a pas beaucoup de temps pour toucher à beaucoup de problématiques au niveau fédéral, au niveau du scrutin fédéral, à savoir, premièrement, de s'assurer qu'il n'y aura pas d'ingérence de pays externes comme la Russie, par exemple, de s'assurer aussi, parce qu'on met beaucoup d'emphase du côté du gouvernement fédéral, sur la question des tiers partis, ceux qui ne sont pas nécessairement partis à l'élection, qui ne sont pas un parti reconnu, mais qui financent certaines campagnes ciblées qui favorisent certains candidats, certains partis. Alors, il y aura des choses là-dessus à régler. La question des jeunes, de la participation des jeunes en politique, qui, on le sait, est famélique, est très anémique. Et dans ce contexte-là, c'est vrai, tout niveau confondu, municipal, provincial, fédéral. Je pense pas que le nouveau DGE va régler cette question-là, mais c'est un gars, c'est un individu, Michael Boda, de la Saskatchewan, qui est réputé à travers le monde, qui est recherché par beaucoup de pays pour sa vision en matière de scrutin. Alors, ça devrait être intéressant. C'est juste, comme je le dis, malheureux qu'il n'y aura pas énormément de temps pour s'occuper de tout ça, puisque l'élection s'en vient pour octobre 2019. Donc, c'est à peine 1 an et demi, ça, c'est pas énorme. Mélanie Joly, notre Mélanie Joly, pas l'avoir, faudrait l'inventer, ministre du patrimoine et ministre de la culture, qui est présentement, et on le lui reproche, en Corée du Sud. Lorsque j'enregistre, elle est en Corée du Sud. Elle dit, parce qu'elle s'en va à un sommet économique en Chine, elle prétend qu'elle passe par la Corée du Sud parce qu'elle va aller voir la culture du K-pop. On a tous entendu parler de K-pop, là, c'est de la musique assez... c'est presque le disco coréen, là, avec mouvement de danse très coordonné, etc. En tout cas, c'est très dynamique, c'est très emballant. Allez me faire à croire que ça a une grande influence sur ce qu'on va faire, nous, au Canada. Mais il ne faut pas se surprendre, hein? Les politiciens fédéraux, pour la semaine après Pâques et la semaine qui suit, sont en congé, entre guillemets. La plupart, j'espère, sont dans leur circonscription. C'est le temps, ce moment-là, de prendre, oui, un peu de vacances, mais comme tout le monde, il n'y a personne qui a eu de longues vacances à Pâques, là, mais c'est le temps d'aller voir leurs commettants, d'aller entendre ce que leur monde sur le terrain ont à dire. Mais en même temps, il y en a qui sont, et je pourrais vous dire que si on faisait une liste, elle n'est pas la seule, Mélanie Joly, à se promener à travers le monde. Pendant ce temps-là, il y en a plusieurs autres députés ou ministres libéraux qui sont à se promener à travers le monde. Moi, j'ai toujours été allergique. Je trouve que c'est des voyages qui se font aux frais de la princesse étant moi, vous autres, tout le monde qui payons les taxes et les salaires de ces gens-là. Walmart a fait beaucoup jaser, c'est pas terminé encore. On avait un cas ici dans la région d'un individu qui avait des difficultés, des problèmes, si on veut, de déficience intellectuelle. Il y a un programme d'intégration au travail qui existe au Québec. Walmart a décidé d'y mettre fin, la maison mère, si on veut, au Québec. Et ça a créé un tollé, ça, comme vous ne pouvez pas le savoir. Mais ils sont en train de reculer sur ces décisions et Dieu merci. Une pause et on revient. Nous vous présentons le tout nouveau véhicule de tournage de la TVC Basse-Lièvre. Grâce à celui-ci, nous serons partout dans la région pour couvrir les événements d'ici. TVC Basse-Lièvre, propulsé par Desjardins, Caisse du Cœur des Vallées. Oui, je parle français. Un message d'impératif français. Oui à un débat respectueux. Moi, je dis non au racisme et à la francophobie. Vivre en français, un droit fondamental. Travailler en français, un droit à respecter. Moi, je dis non à la francophobie. Un message du mouvement Impératif français. Et nous voici de retour
jour, et je finissais tantôt sur Walmart, on va les tenir à l'œil, s'assurer qu'effectivement, c'était peut-être juste un mal communiqué, parce que il y a des gens qui ont été mis à pied ou qui ont été on les a laissés tomber du côté de Walmart dans les personnes avec déficience intellectuelle ou qui souffrent du spectre de l'autisme, et ainsi de suite. On en avait un de 20 ans employé à Walmart sur Maloney, et on se réveille avec la nouvelle qu'il a été mis à porte, puis on ne veut plus suivre ce programme-là, puis finalement, non, c'est pas le cas, on le continue. Je pense que Walmart veut aussi avoir des contrats directs avec ces employés-là, plutôt que de passer par le système du programme. Malgré que le programme, c'est à l'avantage de beaucoup d'employeurs. Puis tant qu'à pointer Walmart, ce serait intéressant que les autres employeurs, là, à travers le Québec, regardent à peut-être diversifier leurs employés de façon à avoir peut-être des gens de ces catégories-là. C'est souvent des employés extrêmement dévoués. Une catégorie d'emploi qui va avoir de la difficulté dans les prochaines années, on en a déjà, mais on le sent encore plus sur les bancs d'école. C'est comme quand il y avait eu une pénurie d'infirmières, puis on en a encore. Des fois, c'est des décisions que des gouvernements prennent de contingenter des métiers. Puis, à un moment donné, tu te retrouves que tu es en manque, puis avant que tu en reformes d'autres, ça peut prendre 2, 3, 4 ans et peut-être même plus. Si on parle des médecins, ça peut être très long. Alors, les professeurs, c'est la problématique. Il y avait un reportage dans le Journal de Montréal, je pense, de jeudi, le 5 avril, qui nous disait qu'on voit une baisse marquée dans tous les départements ou facultés d'éducation à travers le Québec, en tout cas ceux qui ont répondu aux questions du journal. Et c'est quand même assez inquiétant parce qu'en même temps que les associations de professeurs réclament un plus petit ratio parce qu'on sent qu'il y a des difficultés, il y a beaucoup de décrochage scolaire. On pense que c'est peut-être parce que les professeurs ne peuvent pas passer autant de temps avec les jeunes. Il y a différents facteurs qui rentrent en ligne de compte. Vous me direz, je suis d'accord, je ne veux pas faire l'analyse en profondeur de tout ça, mais comment voulez-vous atteindre des ratios moindres professeurs-étudiants quand il manque de professeurs? Comment voulez-vous avoir des professeurs qui sont allumés et qui vont nous passionner sur un sujet quand ils enseignent une matière qu'ils connaissent même pas ou qui sont obligés d'enseigner s'ils veulent avoir une job d'enseignant? Comment voulez-vous intéresser des jeunes à s'en aller vers l'enseignement quand tout ce qu'ils entendent, c'est que ça va mal là-dedans, c'est dur, c'est épuisant, tu vas être payé pour un certain nombre d'heures, mais toutes les autres heures où tu prépares des cours, où tu passes du temps avec du monde, c'est pas comptabilisé. Enfin bref, on voit qu'il y a un problème qu'il va falloir que le ministère de l'Éducation, le ministre en tête, commence à regarder comme il faut, plutôt que juste sortir des âneries, puis sans compter les écoles qui sont tout croches, qui sont en train de tomber en décrépitude. Les enjeux sont solides. Alors, il est peut-être temps de faire des virages, mais ça commence par nos professeurs. Pas de professeurs, il n'y a pas d'école. Comment voulez-vous, pensez-vous que c'est les parents qui vont enseigner toutes ces matières-là à leurs enfants à la maison, ou allez-vous laisser l'ordi, puis Google et Facebook et compagnie enseigner à vos enfants à suivre? Mais c'est quand même inquiétant de voir ces baisses marquées d'inscription dans les universités, parce que c'est peut-être pas aujourd'hui qu'on a la problématique, mais ça peut être dans 2 ans. On parle autour de 2020 où il pourrait y avoir une certaine problématique. Des fois, c'est beau en politique quand on voit les différents partis politiques se mettre ensemble, différents députés ou candidats de différents partis s'unir sur un même dossier. On l'a vu la semaine dernière avec le dossier du délai de prescription pour les poursuites civiles en matière d'agression sexuelle. Que vous pensiez aux jeunes qui ont été abusés par des prêtres, des adultes dans leur jeunesse et qui se retrouvent à l'âge adulte, peut-être à 40, 50 ans, où ils font finalement face avec beaucoup d'aide psychologique, d'aide sociale, d'être capable de faire face à tout ça, puis de décider de poursuivre, bien, il est trop tard. Puis dites-vous qu'il n'y a pas si longtemps, le délai pour poursuivre, c'était 3 ans. Ça a passé à 30 ans sous le Parti québécois. Et là, la demande qui est faite, c'est de prolonger encore plus, d'enlever toute forme de prescription à ce genre de poursuite civile. Puis c'était des représentants
de différents partis qui étaient là. Il y avait Véronique Yvon du Parti québécois, il y avait Sol Zanetti de Québec solidaire et Mario Asselin de la CAQ qui demandaient, avec les avocats Marc Bellemare, ancien ministre de la Justice sous le gouvernement libéral au Québec, et Maître Alain Arsenault, d'enlever ces délais de prescription. Ce sont des victimes et c'est un peu, des fois, c'est pas par leur faute qu'ils se retrouvent à prendre une poursuite sur le tard parce que, comme je vous disais, des fois, ça prend tout un événement pour être capable de faire face à tout ça. C'est pas évident, là, le genre de poursuite. C'est sûr, le Parti libéral n'a pas l'air enclin à vouloir changer quoi que ce soit, selon la ministre de la Justice, Stéphanie Vallée. Elle renvoie un peu la balle et ça me fatigue en politique, mais ils font tous. Quand c'est le Parti québécois au pouvoir, c'est la faute des libéraux. Quand c'est les libéraux, bien, c'est la faute du Parti québécois parce qu'ils disent que le Parti québécois aurait pu enlever toute forme de prescription lorsqu'il était au pouvoir en 2013. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont choisi le 30 ans, puis là, maintenant, ils demandent d'enlever la prescription. Mais n'empêche, lâchez pas le morceau. Je pense que s'il y a un dossier qui se mérite ce genre d'attention, c'est bien celui-là. En même temps, parlant toujours de justice, il y a eu le dépôt par le gouvernement libéral fédéral d'un dossier, d'un projet de loi 75, je pense, ma mémoire est bonne, qui va venir réformer le code criminel. Parce qu'on se rappellera que sous Stephen Harper, ça a eu beaucoup de changements, le fameux code criminel. Pas toujours à son meilleur, ça a créé toutes sortes de délais absolument incroyables. Ça a emmerdé, c'est embourbé au niveau de la justice criminelle. Il y a eu l'arrêt Jordan où la Cour suprême du Canada a dit si les gens n'ont pas un procès dans un délai raisonnable, a déterminé c'était quoi un délai raisonnable. Le gouvernement Trudeau avait promis qu'il était pour modifier, refaire un ménage à travers tout ça. Il était question d'une possibilité d'enlever les enquêtes préliminaires, de changer le mode de choix de jury. Enfin bref, enlever surtout, ça fait longtemps qu'on le dit, on le disait sur les banquettes d'opposition. Moi, je me rappelle l'avoir débattu puis plaidé longuement, d'enlever ces fameuses amendes, ces peines minimales obligatoires, sentences minimales obligatoires, qui embourbent encore plus les palais de justice parce que quand tu sais que ton client va avoir une sentence minimale obligatoire, que le juge n'aura pas de discrétion pour aller selon les faits, ben des fois, tu n'as pas d'autre choix que d'essayer de contester l'acte d'accusation puis d'aller obtenir un verdict de non-culpabilité au lieu de tout simplement t'entendre avec la couronne. Alors, ça a eu beaucoup d'impact. La ministre de la Justice, Mme Jody Wilson-Raybould, a présenté son projet de loi 75. Effectivement, on trouve des modifications au niveau de l'enquête préliminaire, sauf pour les cas de meurtre, là, où on peut avoir l'emprisonnement à perpétuité. C'est clair qu'on va pouvoir faire sauter l'enquête préliminaire, ce qui va raccourcir beaucoup les délais, mais n'empêche que pas encore trop de réponses à la question de nomination de juge. Ça presse, parce que tu peux pas avoir le meilleur code criminel si tu n'as pas de juge, tu n'as pas de salle de justice, ça fait dur. Et malheureusement, les libéraux, encore une fois, faillissent à la tâche d'enlever et de faire un ménage au niveau de ces peines minimales obligatoires. Alors, à suivre, pas surprise en même temps. Pour terminer, je me suis gardé mes deux amis, Justin Trudeau et Donald Trump. Justin Trudeau pour une couple de choses, parce que depuis son voyage en Inde, je ne sais pas si vous constatez, beaucoup plus tranquille dans les médias sociaux, moins porté vers les selfies. Et c'est un peu la recommandation que je faisais à mes amis du Parti libéral et au premier ministre à travers différentes interventions, entre autres à la radio du 104.7 FM le matin. Il faut que le premier ministre arrête d'avoir l'air d'un clown puis d'agir comme un clown. Il faut qu'il commence. On est à 1 an et demi de la prochaine élection et là, les gens commencent à avoir des inquiétudes. Les sondages commencent à être moins bons pour le Parti libéral, ce qui doit inquiéter beaucoup de députés qui doivent leur victoire à Justin Trudeau et ils sont une très grande majorité qui sont dans cette situation-là. Alors, si Justin Trudeau ne performe pas, il y a beaucoup de députés libéraux qui vont sauter aux prochaines élections. Alors, je suis convaincue que le message des stratèges en arrière, dans les coulisses du pouvoir, se tue à répéter à Justin Trudeau puis son entourage, essaie d'avoir l'air plus premier ministre. Et ce qui va l'aider, entre autres, c'est qu'il vient d'être invité par l'Assemblée nationale française. Il va aller faire un discours à l'Assemblée nationale et je peux vous dire que c'est un bon coup
parce que c'est rare. Il n'y a pas eu beaucoup de chefs d'État qui ont été devant l'Assemblée nationale française pour faire ce genre de discours. Alors, ça me surprend moins parce que Emmanuel Macron, c'est un peu comme Justin Trudeau, portrait, jeune, ça va faire de la bonne photo, mais n'empêche, ça va être un moment où le premier ministre canadien pourra avoir, c'est un couteau à deux tranchants. S'il ne performe pas, il va avoir l'air d'un imbécile, mais s'il performe, il peut avoir de l'air justement d'un chef d'État. Alors ça, c'est un des bons moments. L'Université de New York vient de lui accorder un doctorat honoris causa en droit, je pense. Il va aller faire un discours au Shea Stadium. Oh non, excusez, je vais me faire tirer, mais au Yankee Stadium. Il va avoir des dizaines de milliers de personnes présentes pour entendre ce qu'il a à dire. Pourquoi est-ce qu'on a décidé de lui donner ce doctorat du côté de l'Université de New York? Ben, c'est à cause de ses points de vue en matière de création d'emplois, renforcement de la diversité, réconciliation avec les peuples autochtones, changement climatique et en plus le fait qu'il a établi un cabinet paritaire. Alors, c'est des bonnes choses, ça, pour l'image du premier ministre, et ça se reflète bien sur le pays. Puis on sait que les Canadiens, ils aiment ça. Quand leur premier ministre est bien perçu, ils aiment ça. Quand le premier ministre est perçu comme un clown, ils sont gênés, puis ils l'aiment moins, leur premier ministre. Il va y avoir le sommet des Amériques qui s'en vient à la mi-avril aussi. Alors, on va avoir un premier ministre très absent de la Chambre des communes et ils ont peut-être besoin de ça parce que les conservateurs attendent le premier ministre avec toutes sortes de choses, évidemment, pour le faire trébucher. Puis pendant que les conservateurs vont s'évertuer à l'attaquer, ben notre premier ministre va être en train d'avoir l'air très chef d'État à travers ces sommets. Il y aura aussi le sommet du G7 qui s'en vient. En passant, il y a eu un sommet de préparation avec les gens d'affaires derrière des portes closes. Ça s'est passé jeudi le 5 avril au Château Frontenac. Honte à vous autres, premier ministre Couillard et premier ministre Trudeau, de faire ça derrière les portes closes. Vous vous demandez pourquoi il y a des manifestants qui vont se déplacer par milliers pendant le sommet du G7 qui va avoir lieu à la Malbaie, au manoir Richelieu, les 5 et 6, non, en tout cas 8 et 9 juin, pardon. Et vous vous surprenez de ça? Pas très, très surprenant. Est-ce qu'on aura d'ici là une entente au niveau de l'ALENA? Trudeau semble dire oui. Trump, on ne sait jamais, une journée il souffle oui, une journée il souffle non. Si vous voulez mieux comprendre Donald Trump, allez, et que vous êtes abonné Netflix, allez voir l'émission, ça s'appelle An American Dream et ça concerne Trump. À travers sa vie, vous allez voir à peu près ce qu'il a fait. Vous allez voir que ce qu'il est maintenant, Donald Trump, c'est exactement ce qu'il a toujours été. Pas de surprise là. Alors, il suffit de s'informer des fois pour être au courant et éviter certaines erreurs. Alors, c'est toutes des choses à suivre. Je vous souhaite une bonne semaine. Boivin dit plus rien.